Vendredi 6 juin, 16h25. Quand on n'a que l'amour, Jacques Brel. Je me redresse, me tenant bien droite, histoire d'avoir un minimum de charisme, à défaut d'autre chose, et harangue mon petit groupe. Je n'ai décidément pas de grande qualité oratoire. Bon, je sais que passer le couloir a été une dure épreuve, mais on l'a fait. Et maintenant, on ne peut plus reculer. On a juste à prendre à gauche 2 fois et longer J2 pour atteindre l'escalier qui nous mènera directement en C4. Et à Purity. Courage! Ils ont tous l'air légèrement traumatisés, mais ils me suivent quand même quand je m'avance de nouveau dans le couloir. Personne n'a relevé mon hurlement à propos du lapin, et je n'ose pas en parler, de peur pour passer pour une folle. Enfin, de peur de passer encore plus pour une folle. Je suis pourtant certaine de l'avoir vu. Mais j'ai beau tourner mon regard dans tous les sens, pas de petite queue frétillante à l'horizon. Je soupire discrètement tandis que je m'efforce d'adopter un pas dynamique et volontaire. Je tourne une 2e fois à gauche et m'engage dans cet autre couloir interminable qui jouxte J2, le secteur jeunesse du labo où ils analysent la plupart des émotions négatives autres que les cauchemars. Soudain, au-dessus de nos têtes, les néons se mettent à clignoter, nous plongeant dans une atmosphère assez angoissante. Décidément, ce laboratoire a l'air d'avoir décidé de se prendre pour le lieu de tournage d'un mauvais film d'horreur. J'entends Léonie émettre un léger couinement. Elle trottine précipitamment pour venir à ma hauteur et me chuchote à l'oreille de manière peu discrète. « Sincèrement, Églantine, je trouve ça plutôt inquiétant. » Je m'apprête à ouvrir la bouche pour la rassurer avec une quelconque plaisanterie douteuse, quand, pour couronner le tout, une espèce de brouillard verdâtre commence à se répandre depuis le fond du couloir. Nous nous arrêtons brusquement de marcher, mais nous n'avons pas le temps de faire demi-tour avant qu'elle ne nous atteigne. Une bouffée de panique m'envahit en même temps que cette brume pénètre mes narines. Et si c'était toxique ? Mais, après quelques secondes d'affolement, je ne suis toujours pas en train de m'étrangler et je respire parfaitement bien. Mes épaules commencent à se détendre quand j'entends la voix de Jonathan, juste derrière moi, me dire d'un ton d'une tristesse infinie : « Tu sais, Églantine, je me sens très seule. » Je lui lance un regard interloqué. Il me dévisage d'un air extrêmement grave. Oui, eh bien c'est dommage, mais tu vois, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le bon moment d'en parler là, maintenant, tout de suite. » Un peu perturbée, je me retourne complètement pour vérifier que tout va bien avec les autres, et me fige, bouche bée. Ils sont tous restés quelques pas en arrière et affichent un air profondément abattu. Maurice est à genoux sur le sol, silencieux, ayant de toute évidence enfin décidé d'adopter la posture du flanc, sa vraie nature. Quant aux autres, ils sont en pleine crise de larmes, et, sentant mon attention tournée vers eux, ils commencent une longue litanie déchirante. « J'ai raté ma vie !» gémit Anna, ses grands yeux de droguée des écrans me fixant avec désespoir. « Non, c'est moi ! Je n'ai jamais rien su faire de beau !» bêle Léonie, tentant de faire monter les enchères. « Je fais exprès de vous refiler toutes les merdes au travail. Je suis tellement désolée !» avoue Barbara, des trémolos dans la voix. « Ha ! J'en étais sûre !» laisse-je échapper, mais ils ne font pas attention à mon intervention déplacée au milieu de ce déballage de complexe. Karine, qui a toujours été très extrême dans l'expression de ses émotions, se met à hurler en se tirant les cheveux dans ce que j'estime être une magnifique interprétation de pleureuse antique. « J'ai trompé mon mari 5 fois, et maintenant il veut divorcer !» Je la fixe, éberluée. Mais Fiona enchaîne aussitôt, d'une voix absolument pathétique. « Ah, Églantine, je suis tellement grosse, je ne trouverai jamais personne qui veuille de moi. Et en plus, je mens à tout le monde, j'ai toujours préféré les filles. » Je tente de bégayer quelque chose, mais vraiment, je ne sais plus comment réagir face à toutes ces révélations aussi étranges que fascinantes. Ils sont tous brusquement entrés dans une phase de dépression hystérique et je semble être la seule à ne pas la subir. Nous baignons tous dans ce brouillard qui s'épaissit au fur et à mesure que les secondes passent et je commence à le soupçonner d'être la cause de cet état de crise. Mais alors, comment expliquer que je ne ressente rien ?
En une brève fraction de seconde, je fais une douloureuse introspection et tire la conclusion que je suis déjà parfaitement consciente que mon cas est totalement désespéré et ma vie sans intérêt. Il n'y a aucune surprise là-dedans, et je suis certainement déjà en dépression. Alors ce n'est pas une espèce de vapeur d'eau dégueulasse qui va me faire plonger. J'ai presque envie d'en rire. Presque. Brusquement, Émilie, qui jusque-là s'était contentée de sangloter discrètement, craque à son tour. « Je suis tellement laide !» gémit-elle en passant sa main dans ses cheveux en un geste d'une sensualité délicate et brisée. Là, c'en est plus que je ne peux supporter. Je ne vais quand même pas rester là et écouter cette poufiasse critiquer ce physique de rêve, même si c'est le sien. « Bon ok, ça suffit maintenant !» hurle-je à mon tour. Et je suis vraiment furieuse. Non mais franchement, de quoi se plaignent-ils, hein ? Je retrouve un appartement vide tous les soirs. Ça fait au moins 3 ans que personne n'a tenté de me séduire, ne serait-ce qu'un peu. J'ai piétiné tous mes rêves d'accomplissement personnel. Mes amis ne m'appellent jamais et j'ai généralement autant d'allure qu'un sac à patates. Est-ce que je me la joue héroïne shakespearienne pour autant ? J'attrape fermement Jonathan par le col de sa blouse et le tire en avant, rebroussant chemin pour l'éloigner du brouillard qui provient du fond du couloir. Il me suit docilement, comme si toute volonté l'avait déserté. De ma main libre, je chope au passage Léonie et l'entraîne également sans ménagement. Je les abandonne un peu plus loin, où l'air paraît plus respirable. Je m'assure qu'ils sont en train de cligner des yeux bêtement, signe qu'ils reprennent leurs esprits, avant d'aller chercher les autres. Faire bouger Maurice se révèle un peu compliqué, mais j'ai le plaisir extrême de pouvoir mettre un coup de pied aux fesses de mon chef, et ça compense tout. Karine est la dernière que j'essaye d'extraire de la brume déprimante. Contrairement aux autres, elle se débat, et de terrifiants sanglots la secouent tout entière. Elle a le regard fou et me crie dans les oreilles des paroles incompréhensibles. Soudain, elle m'échappe et se met à courir, dans la bonne direction, ce qui me soulage, mais avant que j'aie pu la rattraper, je la vois s'engouffrer dans le couloir menant au secrétariat. « Karine, non !» Mais la porte coulissante s'est déjà refermée derrière elle. Je reste à bonne distance, pour éviter qu'elle ne s'ouvre, et, impuissante, regarde Karine courir comme une folle vers l'autre côté. Toutefois, elle doit être tellement bouleversée par sa propre crise personnelle que le couloir ne semble pas l'affecter outre mesure et je la vois entrer dans le secrétariat. « Margot !» m'exclame-je dans mon casque. « Est-ce que Karine est bien avec vous ?»« Oui, elle vient de passer la porte !» me répond Margot. « Qu'est-ce qui s'est passé, Églantine ? Elle est complètement dévastée. Je n'entendais rien. »« Elle a trompé 5 fois son mari, quelque chose dans le genre, » révèle-je sans aucune considération pour la vie privée de ma collègue. Maintenant que je la sais saine et sauve, mon attention est accaparée par les autres, qui n'osent pas me regarder et se trémoussent, mal à l'aise. « Quoi ?» réagit Margot, martyrisant mon oreille déjà bien éprouvée. « J'ai pas le temps, là, Margot. Il faut qu'on bouge rapidement. » Je fais de nouveau face à mes collègues. Ils me font penser à une bande d'adolescents qui se seraient couverts de honte, au lieu de paraître ultra cool. Bon. On ne va pas rester là-dessus. Il faut qu'on avance avant que cette cochonnerie ne se propage plus loin. Je ne vais pas vous promettre d'oublier ce que j'ai entendu, et je vais même faire une petite mise au point, histoire de vous donner à réfléchir. Je me tourne vers Jonathan, sors ma règle de la poche d'où elle dépasse allègrement, et l'agite sous son nez. Si tu te sens seul, mon grand, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même, parce qu'on ne peut pas franchement dire que tu sois super accessible pour les gens qui t'entourent. Souris un peu, mon sang ! Me sentant d'une audace extrême, je continue, pointant chacune de mes victimes en un geste impitoyable. Oui, Anna, tu es en train de gâcher ta vie. Alors bouge-toi les fesses et sors un peu voir ce qu'il se passe dehors. Léonie, tu as un sens artistique contestable, mais une envie créatrice tout à fait louable. Et si ce que tu fais te plaît, c'est le principal. Barbara, on le sait très bien que tu en fais le moins possible en donnant l'impression de faire le maximum. C'est pas très sympa, mais c'est pas bien grave vu que tu t'en vas bientôt. Fiona, tu es superbe. Et si tu aimes les filles, lâche-toi, il y en a plein le labo. Émilie, à côté de toi, nous sommes toutes de petites choses qui tentent vaguement de ressembler à des femmes. Alors la prochaine fois que je t'entends te plaindre de ton physique, je te colle une droite et au moins tu auras un cocard qui justifiera tes jérémiades. Maurice ! Je m'interromps. Maurice est le seul qui n'a rien dit pendant ce moment embarrassant. Il s'est contenté de rester effondré. Là encore, il se contente de me fixer, son visage toujours aussi mou. Je soupire. Ah, Maurice. Essaye d'être un tout petit peu plus dynamique. D'accord ?
il hoche lentement la tête, toujours sans rien dire. Les autres l'imitent ou bafouillent quelque chose qui ressemble à des remerciements, ou peut-être à des insultes, mais peu importe. Je constate avec surprise qu'aucun ne se rebelle devant moi ou n'essaye de me supplanter à la tête du groupe. Ils continuent à suivre sagement mes décisions et à boire mes paroles. J'ai peut-être vraiment l'étoffe d'une leader, finalement. Rayonnante d'autosatisfaction, je fais un pas, sens mon pied glisser, pousse un affreux juron et manque de me casser la gueule.